Il faisait encore sombre à Midlothian, au Texas, le matin du 18 avril 2016. Pour Terry Missy Bevers, 45 ans, instructrice de fitness et mère de 3 enfants, c'était un horaire habituel pour être debout et prête. Elle était dévouée à ses cours de fitness, donnant régulièrement des sessions tôt le matin. Ce jour-là, elle avait un cours prévu à l'église Creekside Church of Christ, et elle était connue pour arriver en avance afin de tout préparer. Vers 4h20, Missy entra dans l'église, ses phares éclairant brièvement le parking avant de s'éteindre. Avec son matériel d'entraînement et ses fournitures à la main, elle se dirigea à l'intérieur, probablement inconsciente du danger qui l'attendait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un était déjà entré par effraction. Quelques heures avant l'arrivée de Missy, l'église Creekside était vide. Vers 3h50, une silhouette avait fait son apparition à l'intérieur, errant dans les couloirs d'une manière qui soulèverait plus tard des questions inquiétantes. Les caméras de sécurité ont capturé les images de cette personne, dont les actions semblaient plus étranges que délibérées. L'intrus était vêtu de la tête aux pieds d'un équipement tactique de style SWAT, comprenant un casque, un gilet et des gants, dissimulant totalement son identité. Ce n'étaient évidemment pas des vêtements ordinaires, surtout pour quelqu'un commettant un crime, et cela resterait inexpliqué par les forces de l'ordre, incapables de déterminer s'il s'agissait simplement d'un déguisement ou d'un message quelconque. Au fur et à mesure que la silhouette se déplaçait dans l'église, ses actions étaient tout aussi étranges. Au lieu de se diriger directement vers un bureau, un coffre ou toute cible évidente, la personne se promenait, ouvrait des portes, vérifiait des pièces et tapotait les murs. Son allure était lente, presque comme si elle avait tout son temps, ne semblant chercher rien de précis, donnant plutôt l'impression d'attendre. Les images de surveillance montraient également cette personne s'arrêtant ici et là, restant silencieuse avant de repartir. Ce mouvement lent et détaché hanterait plus tard les spectateurs. Dans l'un des aspects les plus étranges capturés par la caméra, la silhouette semblait même tituber légèrement, marchant de manière maladroite, comme si elle ne connaissait pas l'agencement de l'église ou était dans une sorte de transe. Vers 4h20, juste au moment où Missy entrait dans l'église, les images de la caméra s'arrêtèrent. À ce jour, il reste flou combien de temps s'est écoulé entre l'entrée de Missy dans l'église et sa rencontre avec l'intrus. Ce qui est certain, c'est que Missy fut bientôt retrouvée morte, son corps découvert par ses élèves qui arrivèrent pour le cours peu de temps après. La scène à laquelle ils furent confrontés était choquante. Missy avait subi de multiples blessures, probablement infligées par un marteau laissé près de son corps. Après sa mort, les enquêteurs se tournèrent vers les caméras de sécurité de l'église Creekside, espérant y trouver des indices permettant d'identifier le meurtrier de Missy. Ce qu'ils découvrirent fut que les images soulevaient plus de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. Par exemple, au cours de sa progression dans l'église, la silhouette brisait périodiquement certains objets et faisait voler du verre, ce qui fit penser à la police qu'il s'agissait peut-être d'une mise en scène d'un vol qui aurait mal tourné. Cependant, cette théorie perdait toute logique lorsqu'on constata que le voleur n'avait pas pris le sac à main ni l'iPad de Missy. Pourquoi avoir choisi une église et quel était le mobile ? Si c'était un vol, il était pour le moins inhabituel. Après la découverte du corps de Missy à l'église Creekside, la police de Midlothian fit face à une tâche ardue. Comme il y avait très peu d'éléments à exploiter, les détectives passèrent les images en boucle pour repérer le moindre détail, remarquant notamment la démarche étrange du meurtrier, qui se déplaçait avec une certaine maladresse, comme s'il portait des chaussures trop grandes ou avait une façon de marcher très particulière. Des internautes enquêteurs comparèrent alors cette démarche à celles autour de Missy, et si l'on superpose les vidéos de l'intrus en tenue SWAT avec celle de son père, la ressemblance est frappante. Bien que cette preuve, si l'on peut l'appeler ainsi, soit extrêmement faible, elle illustre le caractère mystérieux et confus de l'affaire. La police avait initialement pensé que l'intrus pouvait être une femme, la démarche donnant l'impression de vêtements trop grands ou trop lourds. Là encore, cette hypothèse ne menait nulle part. En poursuivant l'analyse des images, les détectives se tournèrent vers la famille, les amis et les connaissances de Missy, espérant découvrir un mobile ou un indice pouvant les orienter vers un suspect. Ils enquêtèrent sur ses relations, ses éventuels conflits récents et son emploi du temps, cherchant tout élément pouvant expliquer pourquoi quelqu'un l'aurait prise pour cible. Son mari Brandon, ses 3 enfants et ses amis proches coopérèrent pleinement, partageant des informations sur sa vie et les difficultés éventuelles qu'elle traversait. Selon ses proches, Missy était appréciée, dévouée à sa famille et passionnée par son travail d'instructrice de fitness.
Cependant, certains amis mentionnèrent qu'elle avait récemment exprimé son inquiétude à propos de messages étranges reçus sur les réseaux sociaux. Ces messages sur LinkedIn provenaient apparemment d'un homme inconnu et étaient jugés effrayants et bizarres. La police retrouva cette personne d'intérêt, mais l'affaire s'avéra sans issue. Les détectives documentèrent tout ce qu'ils avaient appris, mais aucune information ne pointait directement vers un suspect clair. À ce jour, l'affaire de Terry Missy Bevers reste complètement non résolue. Des vacances de rêve, une croisière dans les Caraïbes, des plages chaudes et le bleu infini de la mer. Amy Lynn Bradley, une jeune femme de 23 ans, tout juste diplômée d'université en Virginie, était ravie à l'idée de ce voyage. Accompagnée de sa famille, elle embarqua à bord du navire de croisière Rhapsody of the Seas de la compagnie Royal Caribbean le 21 mars 1998. Amy était excitée, mais aussi un peu nerveuse. Ses amis et sa famille disaient d'ailleurs qu'elle n'était pas vraiment du genre croisière. Sportive, sociable et indépendante, Amy avait pourtant une peur de l'eau profonde, ce qui rendait ce voyage en mer un véritable défi pour elle. La nuit du 23 mars aurait dû être une nuit comme les autres, à bord du bateau. La famille profita d'un bon dîner, puis Amy se rendit en discothèque avec son frère, Brad. Les deux passèrent une soirée joyeuse, dansant et discutant avec d'autres passagers. Sur une vidéo prise ce soir-là, Amy apparaissait heureuse et insouciante. Vers 3h30 du matin, Brad décida d'aller se coucher. Amy lui dit qu'elle le rejoindrait bientôt. Ce fut la dernière fois que sa famille la vit vivante. Tôt le lendemain matin, tout bascula. Vers 5h30, le père d'Amy, Ron Bradley, se réveilla dans leur cabine partagée et remarqua que sa fille n'était pas dans son lit. Ce détail l'inquiéta immédiatement. Il trouvait étrange qu'Amy soit levée aussitôt, surtout après une nuit aussi tardive. Il pensa d'abord qu'elle était peut-être montée sur le pont pour regarder le lever du soleil et qu'elle allait revenir d'un instant à l'autre. Mais les minutes passèrent et Amy ne revint pas. Pris d'une inquiétude grandissante, Ron partit chercher sa fille partout sur le navire, sur les ponts, dans les espaces communs, dans la salle à manger du bateau, aucune trace d'Amy. De plus en plus paniqué, il réveilla le reste de la famille. Ensemble, ils fouillèrent le navire, espérant la trouver endormie quelque part ou en train de discuter avec un autre passager. Mais Amy avait disparu. À 6h du matin, la famille signala officiellement sa disparition à l'équipage. Cependant, les membres du personnel ne semblèrent pas aussi inquiets qu'eux. Ils suggérèrent qu'Amy avait peut-être été nager, s'était endormie quelque part ou même était descendue à terre seule lors d'une escale matinale. Mais les Bradley savaient qu'Amy n'aurait jamais disparu sans prévenir. Ils insistèrent. Quelque chose n'allait pas. Ils exigèrent une fouille complète du navire. La recherche à bord du Rhapsody of the Seas fut vaste, mais lente. L'équipage inspecta chaque pont, chaque pièce, chaque zone publique, sans aucun résultat. Vers midi, le capitaine fit une annonce officielle, alertant tous les passagers de la disparition d'Amy et demandant toute information utile. Mais malgré tous les efforts, c'était comme si elle s'était évaporée dans les airs. La famille supplia alors le capitaine d'arrêter le navire, craignant le pire. Si Amy avait été enlevée, son ravisseur pourrait la faire descendre du bateau au prochain port. Le capitaine refusa et poursuivit la croisière, permettant aux passagers de descendre comme prévu. Pour la famille, l'idée qu'Amy ait pu tomber par-dessus bord était inimaginable. Elle nageait très bien et n'aurait jamais pris de risque près de l'eau. De plus, elle avait laissé ses chaussures et ses papiers d'identité dans sa cabine, ce qui rendait sa disparition encore plus étrange. Aurait-elle rencontré quelqu'un qui l'aurait convaincue de sortir de sa cabine ? Ou pire, aurait-elle fait la rencontre de quelqu'un aux intentions beaucoup plus sombres ? La famille, désespérée, se rappela plusieurs interactions étranges qu'Amy avait eues avec certains membres de l'équipage. Quelques jours avant sa disparition, Amy avait confié ne pas se sentir à l'aise avec certains d'entre eux. Un membre de l'équipage en particulier l'avait approchée à plusieurs reprises, manifestant un intérêt inhabituel pour elle. Il lui aurait même proposé d'aller danser hors du navire, invitation qu'elle avait déclinée. Puis, un autre détail dérangeant apparut. Sur le bateau, les photographes affichaient les photos des passagers pour qu'ils puissent les acheter en souvenir. Mais toutes les photos d'Amy avaient disparu de l'exposition. La famille ne put s'empêcher de se demander « Quelqu'un les a-t-il volontairement retirées ? Si oui, pourquoi ?» Au fil du temps, plusieurs personnes affirmèrent avoir aperçu une femme correspondant à la description d'Amy dans les Caraïbes. Parmi elles,
Un marin et une touriste affirmèrent avoir vu une femme semblant contrôlée par des hommes. Dans un cas, une touriste canadienne déclara avoir vu une femme ressemblant à Amy dans un établissement de nuit à la Barbade. La femme lui aurait supplié de l'aider, disant qu'elle s'appelait Amy et qu'on l'empêchait de partir. Ces témoignages ravivèrent l'espoir de la famille, mais aucun ne mena à une piste solide. Les descriptions étaient vagues, et les enquêtes ne confirmèrent jamais l'identité de la femme aperçue. Malgré tout, chaque nouveau signalement rallumait une lueur d'espoir chez les Bradley, jusqu'à ce qu'une théorie bien plus sinistre émerge, celle selon laquelle Amy aurait été enlevée et retenue contre sa volonté par un réseau criminel. Cette théorie a pris de l'ampleur lorsqu'un élément de preuve effrayant a fait surface. Une photographie d'une femme ressemblant à Amy a été découverte sur un site web pour adultes. La femme sur l'image avait un tatouage identique à celui d'Amy, et son visage, bien que plus âgé, présentait une ressemblance frappante. Les parents d'Amy sont devenus convaincus que c'était elle. Ils pensèrent que la photo prouvait qu'Amy était toujours en vie, piégée dans une situation terrifiante à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Les enquêteurs ont confirmé l'existence de réseaux actifs de trafic d'êtres humains dans les Caraïbes, et une jeune femme comme Amy, seule la nuit sur un bateau, aurait pu être une cible idéale. La famille en est venue à croire que quelqu'un aurait pu attirer Amy hors du navire, la forçant à rejoindre un réseau criminel clandestin sur l'une des îles. Quoi qu'il en soit, à ce jour, Amy Lynn Bradley est toujours portée disparue, 26 ans après sa disparition. Relisha Rudd n'avait que 8 ans lorsqu'elle disparut à Washington, D.C., laissant derrière elle une série de questions sans réponse et de mystères troublants. Née le 29 octobre 2005, Relisha n'eut pas une vie facile. Sa famille avait des difficultés financières et elle passa la majeure partie de ses premières années à déménager entre différents logements précaires. Finalement, Relisha et sa famille trouvèrent refuge dans un centre d'accueil appelé General Family Shelter. Bien qu'il leur fournît un toit, c'était un environnement difficile pour un enfant. Le centre hébergeait des centaines de familles et d'individus en situation de sans-abrisme. Il était souvent bondé et parfois chaotique. Pour Relisha, le centre était à la fois maison et terrain de jeu, mais loin d'être l'environnement sûr et protecteur qu'un enfant mérite. Malgré ses difficultés, ses enseignants et les personnes qui la connaissaient la décrivaient comme amicale et curieuse. Elle aimait l'école et semblait y être heureuse, y trouvant un certain sentiment de stabilité et de normalité. Cependant, son enseignante remarqua que sa présence était irrégulière. Les jours se succédèrent, puis Relisha cessa complètement de venir à l'école, ce qui inquiéta son entourage. Au début, personne ne savait quoi penser. Son absence était inhabituelle, mais pas totalement choquante. Vivre dans un centre rendait sa vie imprévisible, et il n'était pas rare que des enfants dans des situations similaires manquent quelques jours d'école. Les responsables de l'école contactèrent alors sa famille, et sa mère, Shamika Young, répondit que Relisha était suivie par un médecin pour un problème de santé. Elle donna même le nom du médecin, Dr Tatum. Soulagée, l'école accepta cette explication sans insister davantage, n'ayant aucune raison de douter de ses paroles. Mais la vérité allait révéler des conséquences terrifiantes. Le 1er mars 2014, les autorités furent enfin contactées. Les responsables de l'école décidèrent de vérifier à nouveau l'absence de Relisha et découvrirent quelque chose qui les mit mal à l'aise. Le docteur Tatum mentionné par Shamika n'était pas un médecin. Il s'agissait en réalité de Khalil Tatum, un concierge du centre où vivait la famille. Cette révélation fut un choc. Khalil n'était pas un inconnu pour la famille. Il avait développé avec Relisha une relation proche, presque inquiétante. Le personnel du centre et d'autres familles remarquèrent qu'il passait beaucoup de temps avec la fillette, lui achetant des cadeaux, l'emmenant en sortie et lui offrant des choses que sa famille ne pouvait probablement pas se permettre. Ces gestes semblaient inhabituels, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Khalil Tatum avait un passé criminel important, incluant cambriolage et vol. Il avait été embauché malgré certaines inquiétudes concernant l'absence de vérification rigoureuse des antécédents. La forte demande de soutien rendait difficile le contrôle complet du personnel. Son rôle l'amena à fréquenter régulièrement Relisha et sa famille, et il devint peu à peu une figure de confiance. La mère de Relisha, Shamika, accepta ses gestes et permit même à sa fille de passer du temps seule avec lui. Lorsque la police commença à enquêter, des détails troublants émergèrent.
Les caméras de surveillance révélèrent que Tatum avait emmené Relisha en excursion à Kenilworth Park, dans le nord-est de Washington, le 1er mars, ce qui constitue la dernière fois que la fillette fut vue. Les actions de Tatum après cette date devinrent encore plus suspectes. Il fut vu en train d'acheter une pelle, de la chaux, un produit pouvant masquer l'odeur d'un cadavre en décomposition, et de grands sacs poubelles, suggérant qu'il pourrait avoir voulu cacher un crime. Puis survint un événement inattendu. L'épouse de Tatum, Andrea, fut retrouvée morte dans une chambre d'hôtel, tuée par balle. Ce drame accentua l'urgence de retrouver Relisha, et il devint évident que Tatum était encore plus dangereux que ce que la police imaginait. Les forces de l'ordre lancèrent une recherche nationale pour le retrouver. Pendant ce temps, le comportement de la mère de Relisha, Shamika, devint de plus en plus étrange. Lorsque l'école l'avait d'abord informé de l'absence de sa fille, Shamika ne contacta pas immédiatement la police, ni le personnel du centre, un retard qui compliqua considérablement l'enquête. Ses réponses aux questions des autorités étaient lentes et parfois évasives. Il est possible que Shamika ait eu peur d'avoir des ennuis, étant consciente de l'implication de Tatum et des conséquences légales potentielles. Les enquêteurs devinrent de plus en plus frustrés par son manque de coopération. Bien qu'elle ait finalement reconnu que Tatum prenait soin de Relisha, elle continua à fournir des déclarations incohérentes, alternant entre confiance envers Tatum et ignorance des dangers auxquels sa fille était exposée. Le 1er avril 2014, le scénario le plus tragique se réalisa. Khalil Tatum se donna la mort dans un abri de Kenilworth Park, une zone déjà fouillée pour retrouver Relisha. Étant la dernière personne vue avec elle, il emporta avec lui beaucoup de réponses. Sa mort laissa la police sans piste solide. Malgré les recherches et les informations reçues, on ignorait si Relisha était vivante, seule ou confiée à quelqu'un d'autre. On peut seulement spéculer, il est possible que Tatum ait eu une relation illégale avec Relisha et qu'il ait exploité la fillette avec la permission de Shamika. Peut-être que sa femme, Andrea, l'a découvert, ce qui expliquerait son décès tragique. Le véritable motif de la disparition de Relisha Rudd restera probablement inconnu à jamais. Alyssa Turney était une lycéenne typique de 17 ans vivant à Phoenix, en Arizona, avec son père, Michael Turney, et sa demi-sœur, Sarah. Comme la plupart des adolescentes, elle avait un petit boulot, des amis et des rêves pour l'avenir. Mais le 17 mai 2001, tout a changé. Ce jour-là, Alyssa a disparu sans laisser la moindre trace, et le mystère entourant sa disparition allait hanter sa famille et sa communauté pendant des années. C'était le dernier jour de l'année scolaire, et Alyssa se réjouissait de l'arrivée des vacances d'été. Elle et ses amis avaient prévu de fêter cela, et tout semblait annoncer le début d'un été insouciant. Mais ce qui s'est passé cet après-midi-là est entouré d'étranges détails, dont certains viennent directement de son père, Michael, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Selon Michael, il était allé chercher Alyssa au lycée Paradise Valley vers l'heure du déjeuner. Il affirma ensuite qu'ils étaient allés manger ensemble dans un restaurant local, puis qu'à leur retour à la maison, ils s'étaient disputés violemment. Michael raconta plus tard à la police qu'Alyssa avait quitté la maison en criant qu'elle partait vivre en Californie, chez sa tante biologique. Pour appuyer son récit, Michael déclara avoir trouvé une note écrite par Alyssa dans sa chambre, disant essentiellement la même chose, qu'elle fuyait pour aller vivre ailleurs. Mais cette lettre, bien qu'écrite de la main d'Alyssa, ne semblait pas authentique aux yeux de ses proches et de ses amis. D'abord, aucun de ses effets personnels, comme son téléphone ou son sac à main, n'avait disparu. Si Alyssa avait réellement voulu s'enfuir, pourquoi aurait-elle laissé derrière elle tout ce dont elle aurait eu besoin ? Et pourquoi n'en aurait-elle parlé à aucun de ses amis proches ? Au début, les autorités ont considéré Alyssa comme une fugueuse, pensant qu'elle avait peut-être vraiment pris la route pour la Californie ou qu'elle se cachait encore quelque part dans la région de Phoenix. Cependant, les doutes ont commencé à grandir lorsqu'on a découvert que les 1800 $ présents sur son compte en banque n'avaient jamais été retirés et qu'elle n'avait contacté personne, ni amis, ni famille. En poursuivant leur enquête, la police a découvert quelque chose d'étrange. Michael surveillait les moindres déplacements d'Alyssa, bien au-delà de ce que l'on peut considérer comme de la simple protection parentale. En réalité, il semblait exercer un contrôle inhabituel sur la vie de sa fille. Sur son lieu de travail, les collègues d'Alyssa avaient remarqué que Michael apparaissait parfois à l'improviste, parfois même muni d'une caméra. Dans un cas,
Il avait secrètement filmé les interactions de sa fille avec les clients, ses collègues et ses amis. Michael affirmait que cette surveillance servait à assurer la sécurité d'Alyssa, mais rien ne justifiait vraiment qu'il la contrôle à ce point, et ses enregistrements ne se limitaient pas à son lieu de travail. Michael avait également installé des dispositifs de surveillance dans leur maison, et l'un des détails les plus troublants fut la découverte de micros cachés dans le salon familial. On ignore à quelle fréquence Michael écoutait ces enregistrements, mais il était clair qu'il ressentait un besoin obsessionnel de suivre les moindres faits et gestes d'Alyssa, ainsi que ses conversations. Ce comportement s'étendait à presque tous les aspects de la vie de la jeune fille. Michael exerçait un contrôle strict sur sa vie sociale. Il filtrait ses appels téléphoniques et limitait le temps qu'elle passait avec ses amis. Ces derniers se souvenaient de lui comme d'un homme excessivement protecteur et méfiant, au point de mettre Alyssa mal à l'aise et de la faire se sentir piégée. Ses amis racontèrent qu'Alyssa avait l'impression de ne rien pouvoir faire sans que son père ne le sache, et qu'avec le temps, elle était devenue de plus en plus frustrée et en colère face à cette surveillance constante. Pour n'importe quel adolescent, un tel niveau de contrôle aurait été étouffant. Mais la situation allait devenir bien plus inquiétante. Lorsque la police recueillit les témoignages de ceux qui connaissaient Alyssa afin de trouver des pistes sur sa disparition, plusieurs proches, dont une amie intime, son petit ami et son demi-frère, partagèrent, indépendamment les uns des autres, des récits troublants qu'Alyssa leur avait confiés. Tous tournaient autour du même sujet. Michael aurait tenté de la toucher de manière inappropriée. Dans un témoignage, son demi-frère raconta qu'un jour, pendant un trajet en voiture, Michael s'était rapproché d'Alyssa et avait essayé de la toucher d'une manière qui aurait sans aucun doute conduit à son arrestation si quelqu'un en avait été témoin. Fait encore plus étrange, Michael avait lui-même appelé les services de protection de l'enfance pour les avertir que, si jamais Alyssa les contactait pour l'accuser de gestes déplacés, elle mentirait. Un comportement pour le moins déroutant, et certainement pas celui d'un père aimant. Mais les bizarreries ne s'arrêtèrent pas là. Michael semblait obsédé par un incident bien particulier concernant Alyssa. Il affirmait souvent qu'il y a des années, Alyssa avait été agressée par un enseignant. Il répétait que cet événement l'avait profondément marqué, bien qu'aucune preuve concrète ne confirme qu'un tel incident ait réellement eu lieu. Fait intéressant, le récit de Michael sur cet épisode changeait fréquemment, rendant toute vérification difficile pour les enquêteurs. Les amis proches d'Alyssa, eux, affirmaient qu'elle ne leur avait jamais parlé d'une telle agression, et beaucoup doutaient qu'elle se soit produite. Michael, en revanche, utilisait cette histoire pour justifier son extrême surprotection, prétendant qu'il ne faisait que vouloir protéger Alyssa d'un nouveau traumatisme. Il y avait ensuite la question de la tante d'Alyssa. Lorsque la police la contacta, elle apprit que la tante vivant en Californie n'avait jamais eu de nouvelles d'Alyssa et n'attendait absolument pas sa venue. Ce détail remit évidemment en question la version de Michael. Si Alyssa avait réellement eu l'intention de s'enfuir, pourquoi n'avait-elle pas pris contact avec la tante chez qui elle était censée aller vivre ? Pour les enquêteurs, la disparition d'Alyssa commençait à ressembler de moins en moins à une fugue et de plus en plus à un véritable mystère. Mais sans preuve concrète qu'un crime ait été commis, l'enquête s'enlisa. L'un des éléments les plus troublants de cette affaire est l'attitude de Michael lui-même. Contrairement à la plupart des parents dont l'enfant disparaît, qui passent des coups de fil frénétiques, interrogent les amis, visitent les lieux possibles, Michael ne fit rien de tout cela. Il attendit 5 jours après la disparition d'Alyssa avant de signaler son absence. Pour beaucoup, ce délai souleva de lourds soupçons. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait attendu si longtemps, Michael affirma qu'il pensait qu'Alyssa reviendrait d'elle-même une fois calmée, insistant sur le fait qu'elle n'était qu'une adolescente rebelle partie sur un coup de tête. Mais au fil des années, une autre personne allait changer le cours de cette affaire, Sarah Turney, la demi-sœur cadette d'Alyssa. Animée par le besoin de connaître la vérité, Sarah devint la principale force motrice derrière le dossier de sa sœur, refusant de laisser son histoire sombrer dans l'oubli. Pendant des années, Sarah chercha à comprendre ce qui s'était réellement passé et à concilier la disparition de sa sœur avec les récits vagues et suspects que leur beau-père, Michael, racontait. En grandissant, sa curiosité se transforma en détermination. Elle commença à remettre en question les détails entourant la disparition d'Alyssa et finit par reconnaître les nombreuses incohérences dans la version que Michael lui avait donnée au fil du temps. Alors que la police continuait de classer l'affaire comme une simple fugue, Sarah en vint à soupçonner quelque chose de bien plus sinistre. Dans un premier temps, elle tenta d'aborder ses doutes au sein même de sa famille. Elle interrogea directement Michael, le pressant de lui dire la vérité. Mais celui-ci resta sur sa position.
Selon lui, Alyssa avait simplement fugué. Elle ne voulait plus avoir de contact avec eux, et il fallait tourner la page. Pourtant, Sarah ne parvenait pas à se défaire de l'impression que quelque chose clochait, qu'une partie cruciale de l'histoire restait cachée, et que Michael détenait cette vérité. Elle contacta alors les forces de l'ordre, espérant qu'elles accepteraient de rouvrir l'enquête. Mais faute de nouveaux éléments, et avec le dossier toujours officiellement classé comme « fugue », la police ne put lui offrir qu'une aide limitée. Malgré ces obstacles, Sarah persista dans sa quête de justice, refusant d'accepter que la disparition de sa sœur reste à jamais un mystère non résolu. Frustrée par le manque de progrès dans l'enquête, Sarah décida de prendre les choses en main et se tourna vers les réseaux sociaux. Elle commença à partager l'histoire d'Alyssa en ligne, utilisant toutes les plateformes possibles pour sensibiliser le public et obtenir du soutien. Avec le temps, ces publications commencèrent à attirer l'attention, et la présence de Sarah sur Internet se renforça. Mais ce n'est qu'à son arrivée sur TikTok que sa lutte pour la justice prit véritablement de l'ampleur. Sur cette plateforme, Sarah adopta une approche directe et sincère. Elle parla ouvertement de ses soupçons à l'égard de Michael, ainsi que de son combat pour maintenir l'affaire vivante. Sarah n'eut pas la moindre peur de s'exprimer contre son propre beau-père, déclarant publiquement qu'elle le croyait responsable de la disparition d'Alyssa. Son audace était à la fois risquée et choquante, mais elle s'avéra redoutablement efficace. Les utilisateurs de TikTok admirèrent son courage et sa détermination, même face à l'idée d'accuser un membre de sa propre famille. Après des années d'incertitude et de plaidoyer acharné de la part de Sarah, l'enquête sur la disparition d'Alyssa prit un tournant décisif. En août 2020, près de 20 ans après la dernière apparition d'Alyssa, la police arrêta son beau-père, Michael Turney, et l'inculpa de meurtre au second degré. Les enquêteurs avaient rassemblé de nombreux éléments concernant le comportement excessivement contrôlant de Michael, ce qui les mena à rouvrir officiellement le dossier et à déposer des charges contre lui. L'accusation de meurtre au second degré indiquait que les autorités pensaient qu'il avait tué Alyssa sans préméditation. Cependant, l'absence de toute preuve physique directe liant Michael à la disparition d'Alyssa constitua un défi majeur pour le parquet. Malgré ces obstacles, Sarah et ses soutiens restèrent optimistes, espérant que les preuves circonstancielles et les agissements suspects de Michael suffiraient à le faire condamner. En juillet 2023, le procès de Michael Turney débuta. Après 6 jours de témoignages, la défense déposa une motion de non-lieu, arguant que l'accusation n'avait présenté aucune preuve suffisante pour soutenir une condamnation. Le juge donna raison à la défense, soulignant l'absence de preuves matérielles démontrant la mort d'Alyssa ou l'implication directe de Michael. Michael Turney fut donc acquitté de toutes les charges et libéré de détention le 18 juillet 2023. Après sa libération, Michael entama une procédure judiciaire contre les autorités locales. En janvier 2024, il déposa une plainte contre le service de police de Phoenix, affirmant avoir été maltraité pendant sa détention. Il prétendait avoir été privé de soins médicaux adéquats et de repas convenables, et affirmait avoir été emprisonné à tort. À ce jour, l'affaire d'Alyssa Turney demeure complètement non résolue. If Alyssa's out there, any message for her? Same message I've always tried to give it. Which is, I love her. you want her to come home. Obviously so.